Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Actuel consacrée aux 80 ans du droit de vote des Françaises. Un droit qu'elles ont arraché de haute lutte le 21 avril 1944. On va en parler dans un instant avec notre invitée, l'historienne Anne-Sara Bouglé-Moalik. Mais d'abord, pour obtenir ce droit, les Françaises ont dû se battre pendant 150 ans. Un premier droit de vote indirect est soumis à condition. Le suffrage censitaire est accordé aux hommes en 1991, après la Révolution française. À l'époque, Olympe de Gouges plaide dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit également avoir celui de monter à la tribune. Mais il aura fallu des générations de femmes pour que ce vœu se réalise. David Gilberg. 29 avril 1945, élection municipale en France. Pour la première fois de l'histoire, le scrutin est ouvert aux femmes. Si Jeanne Boitel, impassible, et Marie Dubas, souriante, la bonne religieuse, une gentille maman. Un progrès attendu depuis plusieurs décennies par les Françaises. À la sortie de la Première Guerre mondiale, de nombreuses démocraties, en Europe et ailleurs dans le monde, octroient le droit de vote aux femmes qui ont maintenu à flot les sociétés pendant le conflit. Sur le modèle des suffragettes britanniques, un mouvement s'organise en France pour réclamer cette égalité entre citoyens et citoyennes, en vain. Dans les années 30, le Sénat rejette toute proposition de loi allant dans ce sens. Les militantes du féminisme sont venues place de la Bastille, portant des chaînes symboliques. L'association La Femme Nouvelle, créée en 1934, n'aura de cesse de poursuivre le combat. Sa fondatrice, Louise Weiss, se présente symboliquement aux municipales de 1935, puis aux législatives de 1936. Je désire simplement l'égalité des droits entre les Français et les Françaises. Et quand la même année, Léon Blum fait entrer 3 femmes au gouvernement, elle refuse d'y participer. Je ne voulais pas être désignée, je voulais être élue. Il faudra finalement un second conflit mondial pour que les femmes françaises obtiennent le droit de vote et celui de se présenter aux élections. Un amendement du communiste Fernand Grenier est adopté le 24 mars 1944 à Alger par le Comité français de libération nationale, présidé par De Gaulle. Le 21 avril suivant, une ordonnance sur l'organisation des pouvoirs publics après la libération dispose que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Il a fallu attendre 1945 pour que les femmes... Le combat est remporté, mais les mentalités mettent du temps à évoluer. L'abstention des femmes est beaucoup plus élevée que celle des hommes, jusque dans les années 70, quand la libération des mœurs met fin peu à peu aux réticences des citoyennes. Ouais, c'est important. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je peux voter, je le fais tous les 5 ans. Quand on est une femme, il faut se souvenir quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui ont manifesté, même déjà au siècle dernier. Longtemps plus conservateur que les hommes, l'électorat féminin est désormais à l'image de la société. À chaque scrutin, la répartition du vote des femmes est quasiment la même que celui des hommes. Anne-Sara Bouglé-Moalik, bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'égalité politique femmes-hommes, autrice de La Marche des citoyennes aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être avec nous. Quand la France accorde le droit de vote à ses citoyennes, elle n'est que le 59e pays au monde à le faire. Qu'est-ce qui explique ce retard ? Bonjour. Alors, en effet, il y a une forme de retard français, mais on peut prendre un petit peu de recul sur l'histoire des différents pays. Et dans l'entre-deux-guerres, comme vous l'avez dit dans le reportage, beaucoup de pays accordent le droit de vote aux femmes aux alentours de 1918. Et en fait, dans tous les pays, quand on va avoir des nouveaux vote de droit de vote pour les femmes, ça va être lié à des nouvelles constitutions. Or, les mentalités qui n'étaient pas prêtes en 1870, quand on avait écrit les lois constitutionnelles de la France de la Troisième République, eh bien là, les mentalités sont enfin prêtes. Les femmes ont un rôle qui a complètement changé dans la société française depuis le début du XXe siècle, et on trouve légitime et normal désormais de leur accorder cette égalité politique, au moins sur le papier. Malgré cette autorisation qui vient bien tardivement, donc, certaines femmes s'opposent au droit de vote lorsqu'il leur est accordé. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Si le combat a été aussi compliqué, s'il a duré aussi longtemps, c'est qu'il y avait bien des gens qui étaient opposés au droit de vote. Voilà. Et ce n'était pas juste quelques sénateurs qui refusaient que ça avance. Et beaucoup pensaient que
le rôle des femmes était d'accompagner le mari dans la famille et que chacun avait un rôle bien défini dans la famille et qu'il devait y avoir une voix par famille et que cette voix, c'était celle du chef de famille et donc de l'homme. Et donc voilà, ça explique que des femmes n'aient pas désiré ce droit de vote ou n'aient pas été intéressées. Néanmoins, elles ne se sont pas abstenues tant que ça. Oui, il y avait un petit écart d'abstention après l'obtention du droit de vote, mais il n'était pas non plus si énorme que ça. Le droit de vote s'accompagne aussi du droit d'éligibilité. Est-ce qu'il a eu le même succès auprès des femmes à ce moment-là? Non. Alors déjà, l'éligibilité, en effet, c'est un petit peu plus compliqué que le droit de vote, puisque pour aller voter, on peut y aller toute seule. Pour être élu, il faut d'une part pouvoir se présenter, souvent faire partie d'un parti politique qui accepte qu'on se présente, et par ailleurs, il faut qu'il y ait des gens qui votent pour nous. Ça commence à rendre les choses un petit peu compliquées. Et en même temps, on peut aussi comprendre que ça a été plus compliqué, puisque jusqu'aux années 60, il y avait des lois qui limitaient largement l'indépendance des femmes, et notamment des femmes mariées, et qui continuaient à les mettre à les subordonner à l'autorité de leur mari. Donc si dans votre famille, dans votre vie quotidienne, vous êtes subordonné à votre mari, c'est peut-être difficile de se projeter dans sa tête pour se dire que oui, on va aller se présenter à une élection. Est-ce que avoir une femme présidente, ce serait la réussite ultime de ce droit de vote et d'éligibilité, ou est-ce que ce ne serait que symbolique finalement? Ce serait symbolique. J'imagine qu'aujourd'hui, évidemment, il faut voir les candidates. Et on peut ne pas avoir envie forcément qu'une femme soit présidente au vu des potentielles candidates. Après, il y a encore en effet beaucoup de frontières à dépasser. On a encore beaucoup de postes à obtenir. Par exemple, présidente du Sénat. On n'a jamais eu de présidente du Sénat en France. Dans les grandes administrations, voilà, il y a encore ces progrès-là à faire. Il ne faut pas se focaliser forcément sur le poste de présidente de la République aujourd'hui. Merci beaucoup Ensara Bouglé-Moalik pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes historienne et l'autrice de La Marche des citoyennes aux éditions du Cerf. Pour beaucoup, ce droit de vote des Français, c'est un morceau d'histoire et il se lit comme tel dans les livres d'histoire. Mais pour d'autres, c'est aussi un moment de vie, un souvenir personnel. Nous avons parlé du vote des Françaises à une contemporaine de l'énoncé de la loi, l'historienne et spécialiste des droits des femmes, Michèle Perrault. Elle avait alors 16 ans. Je me souviens que ça a quand même été considéré comme un événement. Ma mère était partante, tout à fait, hein, et elle a voté. Elle a voté, elle avait le sentiment que c'était un droit des femmes qu'elle pratiquait pour la première fois, et elle n'a jamais cessé de voter. Et c'était d'ailleurs assez curieux parce que mon père, lui, ne votait pas. Je trouvais très bien que ma mère le fasse, peut-être parce que, comme ça, je la voyais moderne. Et par conséquent, voter faisait partie de la modernité. Ça, je l'ai très bien senti. Et comment faites-vous avant de voter pour savoir quel candidat vous allez choisir? Moi, je vote comme mon mari. Ah, mon opinion, je la fais moi-même. Vous votez à chaque fois? Ah oui, madame. Je ferai même des kilomètres à pied pour voter, madame. Mais c'est merveilleux. Même 15 kilomètres s'il le faut. Je partirai la nuit pour arriver le lendemain matin. Au Cours-Bossuet, où j'étais, les religieuses encourageaient les femmes à voter. Et ça se comprend très bien. L'Église, de manière générale, poussait les femmes à voter en raison de leur influence. Hein. Des femmes influencées par l'Église seraient plus à droite, hein, plus conservatrices, pieuses. Donc c'était très important. Et de ce point de vue-là, on comprend aussi que les radicaux, qui étaient des républicains convaincus, soient hostiles au vote des femmes. Ils l'ont été très longtemps. Les gaullistes, De Gaulle disait « il faut arrêter les tumultes de l'entre-deux-guerres ». Il ne voulait
pas voir se reproduire des manifestations comme il y avait eu avec Louise Weiss entre les deux guerres qui s'attachaient aux grilles du Sénat. Il ne faut pas l'oublier. Paris, sous la conduite de Madame Louise Weiss, les militantes du féminisme sont venues place de la Bastille portant des chaînes symboliques dont elles font ensuite un feu de joie. Ceci dit, du point de vue politique, ça s'est arrêté là avec De Gaulle. Quand on lui demandait « Est-ce que vous allez nommer des femmes ministres ? Pourquoi pas un ministère du tricot ?» Ceci dit, il en a nommé une tout de même, mais à la famille. Échigé, symbole éclatant de la supériorité féminine, possédait en effet une municipalité en jupon où les conseillers étaient des conseillères et où le maire, Madame Enoch, régnait puissance incontestée. Parmi les femmes qui ont joué un grand rôle pour le vote des femmes, il y en a une que j'aime beaucoup et sur laquelle je travaille en ce moment, Hubertine Auclair. Elle s'est battue toute sa vie pour le droit de vote des femmes. Elle en a fait même un espèce d'apostolat. Elle l'a fait de toutes sortes de manières, en fondant un journal qu'elle a appelé La Citoyenne, où elle défendait le droit de vote des femmes et les droits des femmes. Elle est très différente d'une George Sand, qui, évidemment une génération avant, pensait que les droits civils étaient plus importants que les droits politiques. Pour Hubertine Auclair, c'est le contraire. Les droits politiques ouvriront la porte à tous les droits civils et à tous les droits pour les femmes. En 1974, Françoise Giroud est la première secrétaire d'État à la condition féminine. Simone Veil, ministre de la Santé, défend la même année le droit à l'avortement. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Il y a une alliance entre féminisme et démocratie. Le féminisme passe par la démocratie et le féminisme défend la démocratie. Et on peut espérer qu'aujourd'hui, les femmes continueraient à défendre la démocratie.